Le médecin était clair, m'a dit vous n'aurez jamais d'enfant. Jamais, jamais, jamais. Qu'ils aient reçu, qu'ils aient donné ou qu'ils soient nés d'un don d'ovules ou de sperme, nos invités témoignent aujourd'hui dans Toute une histoire. Quand ils auront l'âge de comprendre, on veut absolument leur raconter leur histoire. Et elle m'a répondu, t'inquiète pas papa, si t'avais pas fait tout ça, je ne serais pas là. Merci. Il y a 50% de moi qui est ailleurs. Qu'est-ce que vous auriez de plus si vous connaissiez votre donneur? J'aurais plus cette part d'ombre. Moi, personnellement, je ne pourrais pas donner en imaginant que dans 20 ans, quelqu'un vienne sonner à ma porte. Madame, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Merci pour nos invités qui vont avoir besoin de beaucoup d'encouragement aujourd'hui. C'est une très, très grande aventure et une aventure très périlleuse que vivent nos invités, qui sont des jeunes femmes, qui sont des femmes qui voient leur plus grand rêve s'envoler, celui de devenir maman. Et pourtant, elles ont décidé de se battre. Et à force de courage, de constance, pour ne pas dire parfois d'acharnement, ces femmes réussissent à réaliser leur rêve, avoir leur enfant. Pour commencer, voici le grand voyage de Nathalie. À 38 ans, Nathalie est déjà maman de 2 enfants. Pourtant, Nathalie est stérile. Elle n'a pas d'ovaires. Si elle a pu être mère, c'est parce qu'une autre femme lui a donné des ovules. Aujourd'hui, elle part en Grèce chercher de nouveaux ovules pour être maman une 3e fois. Bonjour mon cœur. Ça va? Maman, elle va bientôt monter dans l'avion. Tu vas regarder dans le ciel? Je te fais des gros bisous. Je t'aime. Au revoir. Si Nathalie se rend en Grèce, c'est que les délais sont beaucoup plus courts qu'en France pour obtenir un don d'ovules. 2 mois d'attente contre 2 à 5 ans en France. Quelques jours plus tôt, les spermatozoïdes de son mari ont fécondé, in vitro, les ovules d'une donneuse grecque et 6 embryons semblent se développer. Je suis très fatiguée, j'ai peu dormi la nuit d'avant. Donc je me sens pas tout à fait à mon aise, quoi. C'est pas facile. Je me sens un peu seule. Je préférerais que mon mari soit avec moi. Si Nathalie est seule, c'est parce que son époux a dû rester auprès de leurs enfants. Pendant une escale à l'aéroport, Nathalie téléphone à la clinique pour prendre des nouvelles de ses 6 embryons. Bonjour Monica, oui, je suis à Athènes. Alors Sur les 6, seuls 3 ont survécu. Ah, pas plus. Au revoir. Les nouvelles sont pas si bonnes que... Il n'y a que 3 embryons. Mais ils sont de bonne qualité, donc c'est ce qui est important. Ouais, ça met un coup moral quand même. Ce que je disais, c'est quand j'avais l'impression que ça se passait bien, et puis d'un seul coup, j'avais ce pressentiment qu'il y aurait un couac. C'est bizarre parce que je le sentais. Voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'il y en a que 3 que ça va pas marcher. Après 12 heures de voyage, Nathalie arrive enfin à destination. Elle est épuisée mais aussi inquiète pour les 3 derniers embryons. Elle redoute la journée du lendemain. J'ai la crainte que demain, on me dise au moment du transfert, finalement, il ne reste plus que 2 ou 1 ou 0. J'ai un petit peu le sentiment de me dire, est-ce que demain sera quand même un bon jour? C'est-à-dire en espérant que les embryons tiennent le coup. C'était la grande angoisse ce soir-là, hein? Ça va Nathalie? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête ce soir-là? Déjà, une grande fatigue, déjà en premier, parce que c'est long comme trajet. On pourrait se dire que c'est des vacances, c'est partir en Grèce. Oui, Non. mais c'est pas tout à fait des vacances quand même. Et puis, déjà, j'étais seule, donc... C'est dur, ça. Hein? Oui, c'est dur d'être seule. Mais enfin, bon, j'avais quand même... Je pensais à mon mari, je pensais aussi aux résultats des fois précédentes, à mes 2 enfants. Donc, pour moi, c'est la plus belle... Revanche, déjà, hein, sur ce Oui. qui vous est arrivé, parce qu'à Tout à l'âge de fait. 20 ans, vous vous êtes rendu compte de quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on vous a annoncé? Après 4 opérations, on a définitivement enlevé mes ovaires. À 20 ans, tout rond? Oui. Comment vous avez pris la nouvelle? Quand ça m'est arrivé, eh bien, le médecin était clair, m'a dit « vous n'aurez jamais d'enfant. Jamais, jamais, jamais ». Et en fait, à l'époque, j'ai sombré... Comment faire un deuil pareil quand on a seulement 20 ans? Surtout que moi, je rêvais d'une famille nombreuse, donc... j'ai pas fait le deuil, je me suis détruit la santé, je suis devenue anorexique. J'ai perdu 30 kilos en 3 mois. Je refusais de m'alimenter.
Et puis, un jour, en lisant le Quid, j'ai vu tout simplement qu'une jeune femme qui n'avait plus d'ovaires avait réussi à avoir des enfants. Et en fait, ça a été ma résurrection. Je suis partie à fond là-dedans. Et donc, je me suis battue pendant 14 ans pour avoir enfin ma... Mais quelle vie, quel parcours de vie, quel courage, franchement, non? Vraiment, je voudrais que tout le monde vous encourage, parce que vous êtes un exemple pour beaucoup de femmes. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous avez quoi? Vous avez 2 enfants aujourd'hui? Oui, une fille qui a 4 ans et demi, puis un petit garçon qui a 2 ans. Et vous arrêtez pas là, alors? Non, on va essayer d'avoir le 3e. Comment vous avez découvert que votre rêve de maternité était possible, concrètement? En fait, donc, ce jour-là, quand j'ai ouvert le quiz, je me suis aperçue que je pouvais bénéficier d'un don d'ovocytes. Et donc... Ça reste un peu abstrait encore. Oui, parce que bon, je ne sais pas du tout comment je vais arriver à ça. Donc, en fait, ça a été pendant une année environ où j'ai fait les démarches pour trouver comment faire, comment arriver à... Trouver la personne qui va vous donner aussi. Voilà, parce qu'à l'époque... Il faut compter sur la générosité des autres femmes. Tout à fait. Un don d'ovocytes, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie qu'on va nous donner, en fait, la petite graine, comme dirait ma fille. Ou la petite graine côté femme. Côté femme. Et donc, chez les jeunes femmes comme moi, on est obligé de substituer les ovaires par des hormones. On ne peut pas soutenir une grossesse sans hormones. Donc, on nous donne les hormones d'une femme enceinte, oestrogène et progestérone. Je vais peut-être poser une question à Frédéric, qui est biologiste. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement, Frédéric? Le don d'ovocytes. Donc en fait, les couples qui éprouvent une difficulté pour obtenir un enfant avec des rapports sexuels normaux, ça correspond à 15% des couples en France. Ah, c'est énorme. Hein. Sont orientés vers les centres de procréation médicalement assistée. Classiquement, ce qu'on tente de faire, c'est d'obtenir un début de grossesse qui va être poursuivi ensuite à l'extérieur du centre, en réunissant à la fois les spermatozoïdes du mari et les ovocytes de la femme. On les met ensemble, on obtient un embryon qui sera implanté dans le ventre de la femme, au niveau de l'utérus, pour initier une grossesse. Est-ce qu'on se sent vraiment maman quand on fait ça? Oui. Oui. Malheureusement, dans certains cas, soit on n'a pas de spermatozoïdes, soit, dans le cas présent, on n'a pas d'ovocytes. Et dans ce cas-là, on doit se tourner vers une tierce personne, qu'on appelle la donneuse, qui généreusement fait don de ses ovocytes. Alors, on parle de don de sperme assez communément, mais le don d'ovocytes, c'est comme... C'est le pendant du don de sperme, mais côté féminin. Combien de transferts vous avez subis avant d'être enceinte de votre fille? Si on parle des mauvaises conditions, j'en ai eu 7. Si on parle dans de bonnes conditions avec le traitement d'oestrogène, j'en ai eu 3. Le 4e avec un embryon congelé qui a fonctionné. Si vos enfants n'ont pas votre patrimoine génétique, ils ont donc le patrimoine génétique de votre mari? Tout à fait. Tout à fait. Comment vous allez leur expliquer ça? Alors, on a déjà commencé un petit peu en expliquant... Donc, à ma fille que maman n'a plus les petits œufs et que pour faire un bébé, il faut un œuf et une petite graine. Et donc, je lui ai dit qu'il y avait une dame généreuse qui allait donner sa petite graine. Et l'enfant du papa, qui n'est pas tout à fait l'enfant de la maman, biologiquement en tout cas, est-ce que c'est complètement l'enfant de la famille? Ah oui, complètement. C'est... ma belle famille ou même ma famille ne peuvent pas concevoir que ce ne soit pas mon enfant. On les a tellement désirés, Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, on regarde tout de suite la suite de votre périple donc en Grèce, en Crète précisément. On vous avait laissé fatigué dans votre chambre d'hôtel, seul, parce qu'il faut que votre mari reste travailler, évidemment. On vous retrouve le jour J, cette fois-ci pleine d'espoir. Bonjour Yanis. C'est le jour J. Yanis, le gynécologue qui implantera les embryons dans le ventre de Nathalie, est venu la chercher. Nathalie a peu dormi, elle ne pense qu'à une seule chose. J'espère que les embryons sont bons. Monica. Pendant qu'elle est reçue par l'équipe médicale, un médecin contrôle à nouveau l'état des embryons qui permettront peut-être à Nathalie d'avoir un 3e enfant. On voit bien que c'est fécondé parce qu'il y a 2 petites billes à l'intérieur. L'embryon va venir se fixer au niveau de l'endomètre de la maman. Voilà. Ce centre spécialisé dans la procréation artificielle est dirigé par Monica. C'est elle qui annonce la bonne nouvelle à Nathalie. Tout va bien. Les embryons sont très bons, très bonne qualité. Très bonne qualité. Faut pas t'angoisser. Ils sont à quel stade, tu sais? 8 cellules? Oui, 8 cellules. 8 cellules? Oui. 8 cellules, c'est ce que compte un embryon 3 jours après la fécondation. Faut pas t'angoisser. Nathalie réagit peu, elle est déjà ailleurs. Dans quelques minutes, le gynécologue déposera dans son utérus les 3 embryons à l'aide d'une simple seringue.
L'intervention est en cours. Nathalie tient à partager ce moment d'émotion avec son mari. Oui, là, je suis en plein transfert. Ça se passe bien, oui. Oui, je les ai vus, ils sont... Nathalie, un petit peu, si. tu fais... On peut bouger, Nathalie, s'il te plaît. Attends 2 minutes, ça passe un peu. Bon, je vais te laisser. Pourquoi ça fait mal comme ça? Oui, c'est normal. On tire un petit peu pour faire passer le cathéter. L'utérus c'est petit, hein? L'utérus, oui, petit. Ne bouge pas. Hein. Très beau. Bravo. Nathalie, pas de sang, pas Pas du de tout. sang, rien du tout, donc c'est bon. D'accord. Je suis dans la boîte. Et en 15 minutes, c'est terminé. Ça va. Émouvant. Un peu douloureux aussi au départ. Là, j'essaye de me détendre. J'essaye de penser à mes enfants, de me dire ça vaut le coup et puis de penser qu'à ça. Mais je suis très fatiguée aussi. Donc après, je vais aller dormir un peu. Le transfert s'est bien passé. Nathalie doit maintenant attendre une dizaine de jours pour savoir si une grossesse a débuté. J'essaye d'imaginer le meilleur. J'essaye d'y croire. Si la prise de sang est négative, non, je ne recommencerai pas. C'est que je ne devais pas avoir de 3e enfant. J'ai plus qu'à attendre la prise de sang. Je repars avec, j'espère, un de mes enfants. Vous savez si vous êtes enceinte? Êtes-vous enceinte? Je sais pas. Vous saurez quand? Peut-être à la fin de la semaine. Ouais, c'est tout récent, on vient de les tourner, hein, ces reportages. Il y a 6 jours. Pourquoi vous dites que si ça ne marche pas, vous ne recommencerez pas? Parce que je pense qu'on a été déjà loin et puis qu'il arrive à un moment où il faut savoir s'arrêter. Non, il faut être solide quand même pour réussir tout ça. Jean-Loup Clément, vous êtes psychologue, bonjour. Bonjour. Quand on voit cette femme, Nathalie, toute seule en Crète, en train de se faire poser des petits embryons dans le ventre, on a une idée un peu plus romantique de la conception des bébés. Est-ce que pour autant ça peut très bien se vivre pour les mamans? Oui, ça se vit bien, mais heureusement que la plupart des gens font leur enfant dans l'intimité, sans demander rien à personne, si ce n'est à leur conjoint. Moi, je trouve ça plutôt sympathique, le téléphone, le médecin râle, parce qu'il faut qu'il râle, mais c'est bien. Partir à l'étranger, c'est fréquent? Bien, pour le don d'ovocytes, c'est fréquent, puisque, étant donné que le don est anonyme et surtout non rétribué en France, malheureusement, peu de femmes acceptent de donner des ovules ou des ovocytes, puisqu'il faut c'est la chirurgie, c'est tout cet environnement médical, ce qui fait qu'il y a très peu de donneuses, et c'est même les médecins français qui envoient à l'étranger. On va écouter une donneuse d'ici quelques instants, c'est important. Il faut aussi préciser que ce sont des traitements assez lourds aussi quand même. Oui. Il faut être bien équipé psychologiquement pour pouvoir quand même tenir la route. Vos 2 premiers enfants, Ellie et Oriana, vous avez trouvé des donneuses. Comment vous avez convaincu ces femmes? Je n'ai pas eu à les convaincre. C'est elles qui se sont proposées. Comment ça s'est fait? Elles savaient mon problème, j'en ai discuté ouvertement, ça n'a jamais été tabou chez moi. Donc, de toute manière, je n'avais pas d'autre solution que pour avoir un enfant que le don d'ovocytes. Qui vous a donné? Des amis. Une femme amie? Comment? Oui, des femmes amies, oui. Qui m'ont proposé de me donner leurs ovocytes. C'est pas la famille, je crois que c'est pas plus mal. Aude, vous avez fait un don d'ovocytes, vous avez Oui. fait, oui. Comment vous avez entendu parler de ça? Eh bien, en fait, j'ai eu ma fille en juillet 2005. Et pour me renseigner, j'ai commencé à surfer sur le web. Et je suis tombée par hasard sur des appels à l'aide de receveuses qui cherchaient une donneuse. Vous savez à qui vous avez fait ce don? Vous connaissez cette personne? Non, en France, c'est anonyme, totalement anonyme. Non, ça c'est la loi, parfois. Non, mais... Il faut traverser dans les clous, tout le monde ne traverse pas dans les clous. Non, mais je donne à un centre qui est spécialisé et c'est le centre qui redistribue les ovocytes. Donc je n'ai aucun contact, je ne sais pas combien, je ne sais pas à qui, je ne sais rien du tout. Vous l'auriez fait pour une amie? Eh bien, en fait, je l'ai fait pour quelqu'un, mais de manière indirecte. J'ai parrainé un couple qui était en attente pour qu'il soit prioritaire sur la liste d'attente. D'accord. Voilà. Donc c'est la seule manière qui est possible en France. Mais le fait que de connaître la personne qui pourrait porter vos enfants, si je peux me permettre, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? Oui, moi je préfère le donner de façon anonyme. C'est plus tranquillisant pour moi. Après, il y en a qui se sentent de faire un don direct, comme Nathalie.
Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Qu'est-ce qui vous aurait gêné dans un don direct? J'aurais l'impression de mettre mon nez là où ça ne me regarde pas. C'est une histoire qui s'écrit après avec mes ovocytes, certes, mais ça ne sera pas de mon enfant, je ne serai jamais la mère, je ne l'aurai pas porté. Et de connaître exactement ce que l'ovocyte va devenir, j'aurais l'impression d'avoir une place qui ne sera pas la mienne. Qu'est-ce que ça a changé entre vous, ce bébé, entre vous et cette autre femme? Il y a eu une séparation et ça a été un peu obligatoire pour que j'arrive à me sentir maman. D'où l'intérêt du don anonyme. Parce qu'à travers elle, à chaque fois que je la voyais, je recherchais des ressemblances par rapport à ma fille. J'étais toujours en train de faire des comparaisons par rapport à ses enfants, par rapport... j'étais pas vraiment maman à 100% au départ. Vous lui avez expliqué que vous aviez besoin de cette coupure? Non. Ah, c'est pas là où vous avez été la plus courageuse alors? Non, pas vraiment. Enfin, disons que mon mari l'a un peu fait pour moi, en refusant... disons qu'au début, j'avais proposé d'être marraine, donc elle avait accepté, et mon mari n'a pas souhaité du tout qu'elle devienne marraine. Ce serait trop proche? Trop proche, trop me reporter sur le don, ne pas arriver à me détacher de... À couper le cordon, si j'ose dire? Voilà, c'est un petit peu comme si le cordon n'avait pas été coupé. Elle l'a compris, ça, votre Je amie? ne sais pas. J'espère qu'elle comprendra aujourd'hui. Ah, faut lui dire directement, hein. Faut un moment ou un autre. Ouais, je voulais la remercier. Bon, c'est vachement gentil. On retrouve Nathalie dans quelques instants. Tout de suite, on regarde ce qui nous attend dans la suite de l'émission. Combien de paires de chaussures? 30 paires de chaussures. Paires de chaussettes? À peu près, je crois qu'il y en avait 200. Donc... Combien de litres d'eau par jour? 10. Paris-Tokyo, ça fait combien de kilomètres, ça? 19 097 et 300 mètres, si vous voulez être précis. Dans un instant, l'histoire de Serge. Il a traversé le monde entier en courant. Alors vous avez terminé maintenant, vous avez fait les 5 continents, là c'est Alors, fini. ne me dites pas que j'ai terminé, s'il vous plaît. Il faut continuer à avoir un sens à sa vie. J'ai besoin de courir, c'est une drogue, on peut le dire. Alors on a parlé de cette première petite fille, et puis il y a le deuxième qui est arrivé. Oui. Comment vous avez fait pour le deuxième? En fait, pour le deuxième, j'ai pas eu besoin de donneuse puisque je suis partie en Espagne. Où, en Espagne, on peut bénéficier d'un don sans donneuse, c'est-à-dire qu'ils recrutent des donneuses dans les universités ou des mères de famille qui font des dons d'ovocytes régulièrement ou dans des cliniques privées en Espagne, où c'est autorisé. Donc le don est anonyme. Je vais demander l'opinion d'Aude. Aude, venez nous rejoindre ici avec nous. Bonjour. Installez-vous près de Nathalie. Qu'est-ce que vous pensez du système français par rapport au système de l'étranger? Eh bien, en France, le don est anonyme. Comme il est anonyme et il est gratuit, il y a très peu de donneuses. Donc le seul moyen pour les femmes qui sont en attente, c'est d'aller à l'étranger si elles veulent un don tout de suite. Qu'est-ce qui vous a donné envie de donner un ovocyte à une inconnue, vous? Eh bien, c'est-à-dire que moi, j'étais maman depuis peu, quand j'ai appris que ça existait, et de savoir qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas le devenir facilement, et que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait que j'apporte ma petite pierre pour qu'il y ait certaines femmes qui arrivent à devenir maman. C'est quelque chose de tellement extraordinaire. Vous n'avez pas envie de savoir la suite ensuite, de savoir ce que cet enfant est devenu? Je dis pas qu'il n'y a pas la curiosité, c'est sûr. J'aurais aimé savoir si ça a marché, parce que si on fait quelque chose, c'est aussi pour que ça marche. Quelle tête il a ou elle a? Non, par contre, non du tout. Vous allez en parler à vos enfants plus tard? Oui. Mais je vais en parler comme mon histoire. Je vais en parler comme mon enfance. Je vais en parler. Ça va jamais être un sujet de première importance. Ça va être quelque chose que je vais raconter tout à fait simplement. Un élément de votre histoire. Voilà. Vous avez été aidée avant de faire ce don d'ovocytes, soutenu, parce que c'est comme une démarche psychologique, j'imagine, pour une femme de... Eh bien, en fait, pour faire un don, on est obligé d'aller voir un psy, donc qui est dans le centre, qui s'occupe de ça. Qu'est-ce qu'il vous demande, le psy? Qu'est-ce qu'il me demande? Rien, il me demande de raconter comment je vois les choses et si ça me pose des problèmes particuliers. Mais c'est pas une thérapie, c'est juste pour mettre les choses au point. Qu'est-ce qu'on veut savoir, Monsieur Clément? On veut savoir si le don est librement consenti, s'il n'y a pas de pression. De qui?
Et ben, dans l'entourage. On a eu beaucoup de réponses d'encouragement sur Internet en préparant cette émission, on l'a annoncé sur notre forum, et même de femmes qui posaient des questions de savoir comment on devient donneuse. Peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus. Comment on devient donneuse? Quelles sont les conditions requises? Il faut être mère. Il faut déjà avoir un enfant? Oui. Pour pas tomber dans l'enfant par procuration? Voilà. Idem pour les hommes. Idem pour les hommes qui font un don de sperme. Il faut avoir moins de 38 ans. Ça, c'est pour être certain que la qualité des ovocytes qui va être donnée est de bonne qualité, vu que la qualité va diminuer avec l'âge. Moins de 38 ans, avoir au moins un enfant. L'accord de son conjoint, c'est si on est marié, mais comme il suffit uniquement d'être mère, on peut être mère et divorcée, ou mère célibataire. D'accord. Et pas de MST, de maladie génétique détectée. D'accord. La démarche d'Aude est très généreuse. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette jeune femme aujourd'hui? J'ai envie de lui dire merci d'être là, merci de montrer qu'il y a des jeunes femmes généreuses comme elle qui l'ont fait. On espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, que ça va un petit peu donner des vocations à d'autres jeunes femmes. Et puis lui dire merci. Et une fois pour toutes, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celle qui vous a fait ce don? Une fois pour toutes, allez. Merci. On va maintenant découvrir l'histoire d'Estelle. On l'a dit ici, si connaître la donneuse peut compliquer les choses pour les parents, ne rien savoir de ses origines, c'est compliqué aussi et c'est pas facile à gérer pour les enfants, n'est-ce pas? Regardez. J'ai été conçue par don de sperme anonyme, s'appelle l'IAD, insémination artificielle avec donneur. Il y a 30 ans, les premiers dons de sperme ont permis à des couples stériles de devenir parents. Devenus adultes, les premiers enfants conçus grâce à cette technique commencent aujourd'hui à en parler. J'ai appris que j'étais née d'un don à l'âge de 10 ans. On était assises à la table de la cuisine. Elle m'a dit « Virginie, j'ai quelque chose à te dire. Voilà, ton père est stérile, tu es née d'un don de sperme. » En fait, j'ai toujours su. Mes parents avaient planifié les choses ensemble. Fallait que je le sache dès le début. J'ai appris que j'étais issue d'un don de sperme par l'intermédiaire d'un ami de la famille. Je peux pas parler encore de ça à papa. C'est le poids d'un lourd secret. En France, le don de sperme est strictement anonyme. Je me vois vraiment tronquée en deux avec une zone d'ombre. J'ai habité 3 ans sur Paris. Je sais pas si j'ai pas déjà croisé mon père biologique, si vous voulez. Donc, il est là à travers moi. J'ai mon sang qui coule dans mes veines. Mais on me dit que je pourrai jamais savoir qui c'est. Il n'y a pas vraiment de manque, il y a quelques interrogations quand même. À quoi ressemble le donneur? C'est normal de se poser des questions comme celle-là. Mais la loi est faite de façon à ce que ce soit totalement fermé. Je trouve ça plutôt dommage. L'été dernier, une proposition de loi a été déposée. Elle permettrait à ces enfants, s'ils le veulent, de connaître ou non leur père biologique. Le fait de dire « tu n'auras jamais le droit de savoir », ça... comment vous voulez vivre avec ça, quoi? Il y a 50% de moi qui est ailleurs. Et ça, c'est difficile de vivre sans la fin du puzzle. Estelle, viens nous rejoindre. Bonjour. Depuis quand vous posez cette question des origines? Depuis quel âge? Depuis toujours, en fait. Ça choque vos parents? Non, pas du tout. En fait, mon père, pour lui, c'était logique que je me pose cette question, étant donné que je suis en vie. Et si je suis vivante, si je suis là sur le plateau, c'est parce que mes parents ont voulu avoir un enfant et aussi parce qu'il y a eu cet homme qui a fait ce don. Sinon, voilà. C'est beaucoup d'amour, tout ça? Oui. Alors là, on a un tableau qui est assez complet en vous voyant toutes les trois, entre vous qui avez reçu, vous qui avez donné et vous qui êtes né d'un don. Voilà, toute une chaîne de la vie, vous connaissez pas, mais vous pourriez presque être de la même famille, si j'ose dire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'on peut s'y mettre à plusieurs pour faire un enfant de l'amour. Est-ce que vous diriez que vous avez été une jeune fille heureuse? Une enfant heureuse? Oui, mais avec ce manque, quoi. Qu'est-ce que vous auriez de plus si vous connaissiez votre donneur? J'aurais plus cette part d'ombre. Vous en pensez, Aude? Oui. de savoir qu'il y a ces questions-là qui se posent après, forcément, on se pose aussi des questions en tant que donneur ou donneuse.
Mais bon, après, chacun fait comme il le ressent. Moi, personnellement, je ne pourrais pas donner en imaginant que dans 20 ans, quelqu'un vienne sonner à ma porte. C'est aussi quelque chose de difficile à imaginer. Vous comprenez ça, Estelle? Oui, je comprends ça. Après, ce que je comprends pas, c'est comment on peut concevoir un enfant, parce que la clé le point central du débat, c'est l'enfant, en ne tenant pas compte des envies et des besoins qu'il peut avoir. Ça, je comprends pas. En fait, elle voudrait lever l'anonymat, cette jeune femme. Ben oui, c'est le débat actuel. Je crois que ce qui se passe, c'est qu'on est dans l'anonymat, c'est ce qu'on a défini, parce que c'est une pratique médicale. C'est pas comme dans d'autres pays où on supplée à l'absence d'un partenaire sexuel. Donc là, c'est uniquement quand les gens sont en couple, hétérosexuels, et quand l'homme est stérile, don de sperme, quand la femme est stérile, don d'ovocytes. Bon, à partir de là, on définit quelque chose, on définit ça. Et bien, résultat, il y a des gens qui sont sans doute, et Estelle le prouve, complètement un peu déconstruite de cette histoire-là. C'est les limites. Ce sont les limites qui sont atteintes. Qu'on l'on dise on prend l'anonymat ou au contraire on le lève, de toute façon il y aura des gens qui sont insatisfaits. Il faut bien se dire que c'est toujours les adultes qui font des enfants, ils ne demandent jamais l'autorisation à quiconque d'en faire, notamment à leurs enfants, évidemment par définition. J'ai juste envie de dire déconstruite non, mais inconstruite. Oui, voilà. Incomplète. Oui. Voilà. Incomplète dans sa construction, Nathalie, ça vous inspire quoi? Moi, je suis contre la levée de l'anonymat. Qu'est-ce que vous pensez du point de vue de cette jeune femme? Je pense que je comprends qu'elle souffre, qu'il lui manque certainement une partie d'une histoire. Malgré tout, moi, je pense que son histoire, ce sont ses parents qui l'ont certainement fait avec amour, et qu'une cellule, c'est pas ni un père, ni, je veux dire, ça n'a pas d'identité entre. C'est pas un père, une cellule. Un spermatozoïde, ce n'est. Je suis désolée. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je remets pas du tout le rôle de mes parents en jeu. J'ai un papa, j'ai une maman, ça c'est très clair. C'est pas parce que j'ai besoin de savoir à quoi ressemble mon père biologique que j'aime pas mon papa et que c'est pas mon papa, et que si je le sais, si jamais j'arrive à voir à quoi ressemble mon père biologique, c'est pas ça qui changera les rapports avec mon papa. Ça, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, Estelle, là? Lever l'anonymat, vous pensez, vous? Oui. Alors là, on a les parents, un point de vue de parent et un point de vue d'enfant qui n'est pas le même. Ce que je pense, c'est pouvoir laisser le choix à l'enfant, s'il le souhaite, à la majorité, comme c'est le cas en Angleterre. D'ailleurs, vous parlez de pénurie de donneurs. Oui, dans les 3 ans, c'est vrai qu'il y a une pénurie de donneurs, mais après, on se rend compte que le chiffre est exactement le même. Et que, il y a un projet de loi qui prévoit ça. Il y a un projet, il n'est pas encore posé. Voilà. Donc moi, ce que... Mais Nathalie, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, le point de vue de... Non, c'est pas ça. Le projet de loi, de toute manière, il faut savoir que la France n'est pas prête à ce que la levée de l'anonymat se fasse. C'est encore un sujet tabou. Pour l'instant, c'est un sujet tabou. Le don de sperme, le don d'ovocytes, on n'en entend pas parler, c'est encore tabou. Et tant que ça sera tabou, je pense qu'on n'est pas prêt, même les députés, à aller plus loin que ça. C'est pour ça qu'on vient en parler aussi. C'est pour ça qu'on vient en parler aussi. Voilà. On est dans une impasse parce qu'on a exactement les deux points de vue qui ne sont pas les mêmes. Il faut que chacun fasse preuve de générosité, essayer de comprendre l'autre. Non, mais je la comprends, tout à fait. J'imagine peut-être qu'un jour, mes enfants seront pareils. Le dire ou pas, en tout cas, le dire à ses enfants, c'est une question qui se pose, parce que si on ne le dit pas, la question ne se poserait pas. Si on ne vous l'avait pas dit, vous pensez que vous l'auriez su quand même? Ah oui. Pourquoi? Parce que, de toute façon, maintenant on voit bien, quoi, les gros secrets de famille, ça ne tient pas le choc, quoi. Face à toute une vie, j'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, je suis en contact avec une vingtaine de personnes qui sont nées par IAD, et voilà, je suis la seule. Non, il y a une autre personne aussi qui a eu la chance de l'apprendre depuis qu'il était tout petit. Voilà, de la bouche de ses parents. Voilà. Et très tôt. Mais les autres, ils l'ont tous appris alors que les parents ne voulaient pas le dire. Donc ça ne tient pas un secret lourd comme ça. Le dire ou non aux enfants, comment en parler avec eux? Élodie et Jean-Michel ont eu des triplés grâce à un don d'ovocytes. Leurs enfants sont encore tout petits, mais le couple se prépare déjà à leur raconter comment ils sont venus au monde. Estelle, j'imagine que ce reportage va à nouveau vous faire réagir. Mes amours,
Papa et maman ont eu le coup de foudre il y a 15 ans. Nous avons vite voulu avoir un bébé. Mais rapidement, maman a appris qu'elle avait une maladie qui empêchait de réaliser ce rêve. Après avoir vu beaucoup de médecins, suivi beaucoup de traitements médicaux, nous n'avions toujours pas de bébé. Plus le temps passait, plus c'était difficile à supporter. C'est là que nous avons entendu parler du don d'ovocytes. C'est une maman qui donne ses ovules à une autre femme pour l'aider à avoir un bébé. Avec papa, on a foncé tête baissée. C'était notre dernière chance. En France, c'était trop long, encore des années d'attente. Donc nous nous sommes dirigés sur un pays étranger, la Grèce. Et puis tout s'est fait très vite. Quelques mois plus tard, nous nous envolions pour ce pays miraculeux. Une gentille dame a donné ses ovules à maman, et puis nous sommes rentrés à la maison. Quelques semaines plus tard, j'étais enfin enceinte. La grande surprise, c'est à la deuxième écho quand nous avons appris que nous n'attendions pas un bébé, mais 3 bébés. Les mois passèrent et mon ventre est devenu gros, vraiment très gros. Je vous sentais bouger en moi. C'était merveilleux. Et puis, le 29 mai 2005, jour de la fête des mères, vous avez choisi de venir au monde. Pour maman, c'est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Un moment merveilleux quand j'ai vu vos visages, quand j'ai entendu vos cris. Vous étiez si petits mais en pleine santé. Pour papa et maman, ça a été un parcours semé d'embûches. Mais vu la chance que l'on a aujourd'hui de vous avoir tous les 3, ce n'est que du bonheur pour mes 3 anges tombés du ciel. Like a flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room. I'm just sitting here waiting for you. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il nous fait le papa là? Oh, je sais pas. Disons que j'avais pas vu le film, mais je pense que ça m'a. Qu'est-ce qui remonte comme ça? Forte, je pense. Ça remonte fort là. Ouais, je pense que le fait de voir le film et puis 10 ans de lutte pour en arriver. Jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais craqué, mais je crois qu'il fallait qu'un jour ça se fasse et puis. Normalement, 10 ans, c'est la période qu'on met pour avoir 3 enfants, donc c'est bon. Oui, oui. Si on voit les choses de ce côté-là. Oui, alors. tout à fait. 3 d'un coup, c'était un choc, non? Oui, oui, ça c'est sûr. Quand on a appris la nouvelle, ça a quand même été un gros choc, oui. Mais bon, après 10 ans d'attente, c'était quand même formidable. Ils sont vraiment craquants, comment ils s'appellent? Alors, il y a un petit garçon, Kylian, et puis 2 filles. Allez, derrière vous, on les voit les 3 là. Romane et Mathilde. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces petits-là. Ils sont trop craquants. Quel âge ils ont aujourd'hui? Ils vont avoir 16 mois, là, la semaine prochaine. Waouh, ça parle? Ça commence, des petits mots. Papa, maman. En même temps, en plus, non? Oui. Pratiquement. C'est important pour vous, je pense à Estelle, de raconter leur histoire à vos enfants? Ah oui, tout à fait, oui, oui, oui. Ça, quand ils auront l'âge de comprendre, on veut absolument leur raconter leur histoire, oui. Vous comprenez qu'Estelle ait envie de rencontrer la... Oui, oui et non, parce que c'est vrai que moi, j'espère pas qu'un jour ils voudront retrouver leur mère biologique, si on peut dire. De toute manière, c'est pareil, c'est impossible parce que c'était tout à fait anonyme, c'était pas en France, donc je pense que c'est même impossible. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Vous attendez des questions? Oui, vous avez le temps, vous avez attendu les bébés 10 ans. On a attendu réfléchir. Vous allez bien attendre 10. À quel âge vous avez su, vous? Toujours. J'ai toujours su. Ils me l'ont tellement expliqué tôt que je peux pas vous dire. Comment expliquer donc à son enfant qu'on n'est pas son père ou sa mère biologique? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants, juste après ce message qui vous concerne peut-être. À 50 ans passés, vous vous lancez dans une nouvelle histoire d'amour. Une rencontre sur Internet vous a mis en danger. Vous avez eu recours à la chirurgie ou la médecine sexuelle. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, Maëlys et Gilles. Leur maladie imaginaire leur gâche la vie. Je le sais que j'ai pas de maladie en fait, mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon corps, j'oublie tout et ouais, je suis malade, je vais mourir. Moi, je perçois l'hypocondrie, mon hypocondrie, un peu comme un exutoire pour exorciser la mort. À l'inverse, Charlotte souffre de réelles migraines, mais sa famille l'a longtemps prise pour une simulatrice. Moi, j'aime bien quand les médecins ils sont en face de mes parents puis qu'ils disent « Non mais c'est votre fille, vous... » Enfin, limite, vous n'avez pas honte de ne pas la croire. Non, non, c'est ça. Et en plus,
Enfin, vous aimeriez pas du tout être à sa place, quoi. Oui, monsieur. Revenir après Allez-y. D'accord. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand on parle d'anonymat, on parle d'un contrat qui lie 3 personnes différentes. Il y a la donneuse, il y a le couple receveur et il y a l'enfant qui en est. Ce contrat-là est signé en toute connaissance de cause par le donneur et par le receveur. Pas par l'enfant. L'enfant, on lui impose l'anonymat. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre la levée de l'anonymat. Mon point de vue personnel, c'est que je pense qu'il est important que la levée ou pas de l'anonymat soit vraiment choisie en fonction de l'intérêt de l'enfant, vu que lui ne signe pas ce contrat. Si on dit demain que l'anonymat doit être levé, les donneurs le sauront qu'il n'y a pas d'anonymat en toute connaissance de cause, et les parents qui acceptent un don le sauront également. Donc je pense que, je ne sais pas s'il faut ou pas le lever l'anonymat, je n'en ai pas les compétences pour décider ça aujourd'hui, mais je pense vraiment que le point de vue de l'enfant est primordial, vu que c'est la seule personne qui, dans ce contrat, n'est pas consultée au départ, forcément. Est-ce que Thierry a un avis là-dessus? Oui. Quel est votre avis? Je pense qu'il faut le dire aux enfants. Moi, ma fille, qui est née par insémination artificielle avec sperme de donneur, a été mise au courant l'année dernière, alors que, bon... Elle avait quel âge? 11 ans. Vous ne vouliez pas le dire avant? Non. J'avais une peur je ne sais pas, de ne pas être aimé par ma fille, mais ça faisait longtemps en plus que vous aviez envie de le dire? Oui, mais bon... Vous aviez peur de ne pas être aimé, c'est important ce que vous dites là. Oui, parce que c'est vrai que, bon, c'est délicat. Il n'y a que ma mère et mes frères et sœurs qui sont au courant, qui étaient au courant. Et comme j'ai une maladie génétique très particulière... Quelle maladie génétique? Le syndrome de Klinefelter. Donc, c'est une stérilité absolue. Et puis, il fallait passer par IAD, donc je l'ai apprise à l'âge de 21 ans, quand je suis arrivé en France. Donc IAD, don de sperme. Hein, voilà, don de sperme. Et puis, de la naissance à ses 11 ans, le temps qu'elle comprenne les mots, je lui ai dit l'année dernière, et puis ça s'est très très bien passé. Comment vous lui avez dit? Je lui ai dit, voilà, papa a eu un don de sperme, on a eu recours à l'insémination, parce que moi, je n'ai pas de spermatozoïdes, donc je ne pouvais pas faire de bébé. Et elle m'a répondu, t'inquiète pas, papa, si tu n'avais pas fait tout ça, je ne serais pas là. Merci. Et puis voilà, et puis elle ne me pose pas de questions. Vous regrettez de ne pas l'avoir dit plus tôt? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça a changé entre vous depuis que ça a été dit? Peut-être une confiance plus, et puis bon, elle m'a dit de toute manière, papa, tu seras le papa le plus chouchouté, le plus adoré, parce que tu as fait un geste incroyable. Une grande générosité. Une grande générosité, oui, effectivement. Tous les invités restent avec nous, car on va maintenant rencontrer un homme absolument incroyable qui va arriver sur ce plateau. Là encore, c'est une affaire de courage, comme celle de nos invités d'aujourd'hui. Et souvent dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Estelle, Élodie, Jean-Michel restent avec nous. Nous allons maintenant donc rencontrer un homme étonnant. Il vient de parcourir la distance Paris-Tokyo dans un moyen de transport assez étonnant. Vous savez lequel? Paris-Tokyo, vous voyez après la distance. Oui. À pied. Ah oui. En courant. Depuis 9 ans, Serge ne cesse de courir à pied. Il a traversé les États-Unis, il a traversé l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, l'Afrique, mais aussi l'Asie. Et il est parti le 18 décembre dernier, en 2005, de Paris. Il a rejoint Tokyo le 5 septembre, là, il y a tout juste un peu plus d'un mois. Au début, quand j'ai commencé à parler de traverser un continent à pied, ça paraissait démesuré, mais surtout hors du temps, je crois. Depuis 9 ans maintenant, Serge Girard s'est lancé le pari fou de traverser tous les continents en courant. Il en a déjà 4 à son actif et vient d'achever le Paris-Tokyo en septembre dernier. Plus de 19 000 km en près de 9 mois, des chiffres qui font tourner la tête. Ça fait 73,3 km par jour, pas un jour de repos, 20 millions de foulées, 8 000 calories par jour, 10 litres d'eau par jour, 50 paires de chaussures, 200 paires de chaussettes, lever 3 h du matin. Départ de la course 4h, 4h15, environ 8h à 10h de course et 9h de sommeil. Et ça pendant 260 jours, donc vraiment une vie de moine. Plusieurs mois de course, c'est aussi 3 saisons différentes et autant de climats affrontés, soleil de plomb, froid glacial et violentes bourrasques n'ont pas empêché Serge d'avancer. Moi je suis rentré en Grèce, j'arrivais de la frontière de la Macédoine.
Et il faisait moins 15, moins 16, j'avais du gel plein la barbe. Et là, je me suis dit, mais c'est terrible, quand on n'est pas en Grèce, c'est pas possible. Pour moi, la Grèce, c'est les stations balnéaires, il fait chaud, il fait beau, et là, non, il faisait moins 17, quoi, voilà. Des moments de faiblesse, il y en a quasiment tous les jours, parce qu'il y a des moments. La fatigue est là, la fatigue, elle arrive dès le premier jour jusqu'au dernier jour. Mais abandonner, non, c'est tellement le rêve de toute une vie qu'on ne peut pas abandonner et on n'ira pas à l'échec, quoi. En principe, le chameau, quelque chose de pacifique, hein. Malheureusement, celui-là était malade, vraiment malade. Et il a commencé à attaquer le 4x4, il a commencé à vouloir botter un peu partout. Cette bestiole a été agressive, quoi, et ça pèse je sais pas combien de kilos. Et donc il a commencé à me courser un peu, donc moi je tournais autour du 4x4 et lui tournait au saut. Et ça c'est impressionnant, ça fait peur. C'est une vraie passion qui pousse Serge Girard à toujours vouloir dépasser ses limites. Pourquoi se lancer dans tel défi finalement? Très égoïstement, pour le plaisir que j'en tire. Dans la course, dans l'effort, vos émotions sont multipliées par 100, par 1000, et on voit les paysages différemment, les rencontres sont différentes. Et moi ce que je recherche c'est ça, et cette vie de nomade, avancer de 75 km tous les jours, ça me plaît énormément. Je sais plus qui disait il vaut mieux ailleurs que demain. Bah, c'est vraiment ça pour moi, toujours de l'avant. Je visualisais cette ligne d'arrivée, il y avait marqué donc finish line, mais je savais que derrière ce panneau, de l'autre côté, il y aurait marqué ici débute le nouveau projet. Donc finalement, j'ai eu de la nostalgie ou de la tristesse pendant une seconde, le temps de passer sous la ligne et de me retourner et de voir ce panneau en disant bah, il y a un autre projet derrière. Serge Girard qui arrive en courant, évidemment. Serge. Allez, quelques kilomètres de plus, quelques mètres de plus, bravo. Enchanté. Ça va les jambes? Bravo, bah, tout le monde est vraiment estomaqué. J'ai suivi vos aventures à distance, avec mon entraîneur, avec la presse magazine, etc. Quelle histoire de fou, vous avez toujours votre... Ah, j'ai toujours ma montre, ouais. Montre GPS, j'ai peur de me perdre à Paris. Comment ça vous a pris? Vous avez commencé à courir à quel âge d'abord? Très tard, 30 ans, l'âge de 30 ans. Un peu une coïncidence, un pari avec un ami de courir les 20 km de Paris. Je me suis dit 20 km, c'est impossible pour moi, c'est pas possible. Finalement, vous voyez, on traverse les continents maintenant. Après les marathons? Les marathons, les 24 heures, les 6 jours et puis les transcontinentales. Mais vous avez un boulot par ailleurs? On ne peut pas dire que j'ai vraiment un travail. C'est vrai que j'ai un sponsor qui me permet de vivre et de faire des conférences derrière. Donc on fait 100 conférences après chaque traversée. Donc c'est un travail très agréable. Il y a plus malheureux que moi. Hein. Oui. Quelles sont les questions qu'on vous pose à travers le monde? Forrest Gump, pourquoi tu cours? Forrest, bah oui, Forrest. Il y avait un grand quotidien qui avait titré Forrest Girard. Ça, j'étais très fier parce que finalement, même si le personnage de fiction est un peu simple, finalement, il y avait une grande qualité, c'était le partage. Et partager sa passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comment vous tenez? Parce que j'ai vu dans un article dans Paris Match que vous disiez que chaque kilomètre était chaque kilomètre après l'autre, chaque distance après l'autre, pas se fixer des objectifs trop loin. Oui, tout à fait, c'est comme dans la vie, vous savez, les objectifs très longs paraissent inatteignables. Finalement, si on le décompose au jour le jour, ça devient beaucoup plus facile, facile entre guillemets. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une équipe autour de moi, et ça on l'oublie souvent, et qui est un soutien important. Il y a Laure, ma compagne, il y a mes enfants de temps en temps. Donc finalement, c'est un soutien psychologique, et c'est une victoire d'une équipe. Il y a un homme, mais il y a toute l'équipe derrière. C'est elle qui est venue vers vous, hein, plutôt que vous vers elle, si j'ai bien compris. Vous cherchez une kiné ou un kiné? Oui, je n'avais pas précisé d'ailleurs. Pour un grand périple, c'était traverser des États-Unis à l'époque? La première, et puis j'ai eu la chance de la rencontrer. Donc elle a répondu à une petite annonce. Alors, c'était pas le chasseur français, hein. Et donc voilà, on s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais quittés. Et maintenant, elle assure toutes les traversées avec moi, autant dans la préparation que, bien sûr, dans la traversée par elle-même. Alors vous avez terminé maintenant, vous avez fait les 5 continents, là, c'est fini. Ne me dites pas que j'ai terminé, surtout pas. Il faut continuer à avoir un sens à sa vie. Ah oui, tout à fait, mais encore une fois, c'est le rapprochement avec un marin. C'est vrai, quand un marin arrive au port, la seule chose qu'il a envie de faire... Repartir? Repartir. Oh, bon, c'est sa femme quand même, sauf que vous voyagez avec votre femme. Bon, Paris-Tokyo, ça fait combien de kilomètres ça? 19 097 et 300 mètres, si vous voulez être précis. Ouais, presque 20 000 quoi, en tout cas. Presque 20 000, ouais, pas tout à fait. Et le ravitaillement, c'est tous les combien de kilomètres? Tous les 4 kilomètres. Donc, tous les 4 km, donc ça a dû faire à peu près... Tous les 4 km, vous forcez à manger, à boire quelque chose? Oui, parce que vous savez... Même si vous n'avez pas faim, même si vous n'avez pas soif? Il y a un grand paradoxe entre course à pied et digestion, donc ce sont deux phénomènes qui ne sont pas compatibles. Donc il faut manger par petites quantités, mais très souvent il faut 8000 calories jour, et 8000 calories jour il faut les trouver, car on en consomme je crois 3000 dans la vie normale entre guillemets. Donc voilà, tous les 4 km je mange et je bois, et c'est mon lot quotidien toute la journée. Vous avez l'impression que ça vous fatigue, l'organisme, ou que ça vous renforce au contraire? Ah non, ça me renforce dans ma tête, finalement c'est un équilibre psychologique pour moi. Sans la course, là oui, je serais vraiment quelqu'un de perturbé certainement. J'ai besoin de courir, c'est une drogue, on peut le dire. Vous avez eu la chance aussi de trouver la femme qui vous a compris.
la femme qui m'accompagne, comme dirait Cabrel. Tout à fait. Et je crois que de partager une passion avec son épouse, c'est très très rare. Et là, on le partage à 150%. Donc ça, c'est extraordinaire. Une grande organisation, une telle organisation qui est possible qu'avec le soutien évidemment des proches, tout seul, on n'arrive à rien. Et tous s'impliquent dans vos challenges. Ça, c'est quelque chose de très fort. Regardez. La considération de mes proches, très importante. Ça va bien sûr de mes parents jusqu'à mes enfants. Toute la famille est très fière. C'est important pour nous, ça fédère encore plus la famille. Je sens que quand ses proches et tout, ils le soutiennent, ça lui donne du courage et ça le fait avancer. J'ai participé aux 2 premières, en fait, c'est-à-dire les États-Unis, Los Angeles, New York et l'Australie, Perth, Sydney. Et c'est vrai que j'en garde des souvenirs incroyables. La famille de Serge s'est unie autour de cette aventure, mais sa passion de la course lui a également permis de rencontrer celle qui partage sa vie depuis près de 9 ans, Laure, sa kinésithérapeute. Lors de ma première traversée des USA en 97, j'avais pas de kinésithérapeute, j'avais rien. J'habitais en Normandie, donc j'en trouvais pas. Donc j'ai passé une petite annonce dans un quotidien normand, donc il ne paraît que là. On me parle d'un gars qui va traverser les États-Unis en courant, qui cherche un kiné. Donc j'appelle, je laisse mon message, Serge me rappelle, je lui dis voilà, je suis kiné, mais peut-être que vous avez déjà du monde, donc et en fait pas du tout. Il me dit non, je cherche toujours, j'ai personne. D'ailleurs, vous êtes la seule à m'avoir téléphoné, à vous présenter. Donc je dis écoutez, pour moi ça marche. En 2 secondes, ça a été fait quoi. Le fait de tous les soirs d'avoir un contact fait qu'on prend le temps de se parler. Souvent, on était en tête-à-tête, donc on a beaucoup discuté. On a appris à se connaître et en fait, quand la fin de l'aventure est arrivée, on a senti qu'on ne pouvait plus se quitter, ni l'un ni l'autre. Sans elle, je ferais pas tout, j'arriverais pas à faire tout ça finalement, parce que dans les moments difficiles, elle est là, elle sait trouver les mots, elle sait garder les silences quand il le faut. Donc c'est vraiment important. Moi qui me compare souvent à un marin, j'ai l'avantage sur les marins, c'est qu'eux n'ont pas leur compagne à bord. Moi, j'ai toujours ma compagne avec moi. Je suis là pour l'aider à aller au bout. Ce que je lui souhaite pour plus tard, c'est beaucoup d'autres aventures comme celle-ci, beaucoup d'autres traversées, même si c'est pas évident parce qu'il a fait les 5 continents, donc maintenant il faut qu'il trouve des choses plus originales. Il est heureux quand il court et donc qu'il soit heureux le plus longtemps possible en fait. J'ai pensé à vous, J'ai pensé à vous, parce que je savais que vous faisiez tout ça, je savais que vous parcouriez tous ces kilomètres. Je ne savais pas que vous étiez aussi bien entouré, en revanche. Ah oui. Ça, c'est un privilège. Ça, je crois que c'est un privilège extraordinaire. Extraordinaire. C'est proche. Mais proche, votre compagne, Laure, elle ne veut pas parler parce qu'elle est timide. Je ne sais pas si elle est timide. Non. Pourquoi elle ne veut pas parler? Faut lui demander. Pourquoi vous ne voulez pas parler, Laure? Elle s'est fait piéger, oui. Je crois que je me suis fait piéger, là. Non, parce que je crois que c'est... Nous, on est derrière, on est les petites mains. Et c'est Serge qui fait tous ces kilomètres. Et c'est lui le mieux placé pour s'exprimer. Vous préparez ensemble? Vous choisissez les destinations ensemble? Il vous demande votre avis? Serge a les idées. Et moi, j'exécute. Oh oui, vous avez l'air vraiment d'une femme soumise. Elle est malheureuse. Oh la pauvre, elle subit. Mais ça me plaît. Ouais. Vous n'avez pas envie de le décourager parfois, quand il part pour des objectifs qui sont trop grands? Non, jamais je l'ai découragé. Et j'ai même, je pense, été un peu obligée de le freiner sur ce parcours précisément. Je pense particulièrement en Chine, où il y a eu des moments difficiles et où parfois j'ai peur qu'il arrive à se mettre un petit peu en danger. Et là, on parle plus de chameau, là? Non, on parle de sa santé. Comment vous l'accompagnez, vous, pendant ces trajets, ces distances? En voiture. Et vous le suivez de près tout le temps? Toujours un œil sur lui? Pas toujours, je ne suis pas toujours proche forcément, mais un jour il a chuté en Chine, j'étais pas là, j'étais déjà à l'hôtel pour mettre le site à jour. Et les suiveurs m'ont appelé, Laure, Serge est tombé, il est mal, il pleure, je suis tout de suite arrivée. Tombé, vous avez mal, vous pleurez? Oui, on peut. Dis donc, Superman aussi, vous avez un cœur, vous êtes un homme. Mais oui, j'ai pas de sang vert, je vous le promets. Je pleure comme tout le monde. Ouais. Oui, la douleur, c'est quelque chose. Et c'est vrai que moi, je pouvais pas rester en me disant il est mal, il faut que je sois près de lui. Donc tout de suite, en 20 minutes, je suis arrivée près de lui, voilà. C'est pas courant de partager de telles aventures en couple comme ça. Qu'est-ce que ça apporte à votre histoire?
elle est sûrement 1000 fois plus belle que si je le faisais tout seul. Je ne pourrais pas le faire tout seul, elle est 1000 fois plus belle parce que c'est des souvenirs incroyables ensemble. Vous savez, souvent je dirais les aventuriers, entre guillemets, sont souvent des grands égoïstes. Et c'est vrai que c'est difficile de vivre avec quelqu'un, avec un égoïste comme moi. Et là, par contre, heureusement, on le partage. Donc c'est peut-être ce qui nous permet de continuer à vivre pleinement notre couple, d'ailleurs. Félicitations. Il y a Thomas et Maxime qui sont là. Alors, qui est Thomas? Qui est Maxime? Ouais. Thomas, donc celui-ci, tu le connais bien. C'est ton papa. Merci. Tu le suis depuis longtemps dans ses aventures? Depuis... la première, j'étais un peu jeune pour le suivre, mais après, par Internet, il m'appelle pendant la course. Enfin, il faut se débrouiller. Mais... C'est l'équivalent de 2 marathons par jour pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un papa par jour? On se demande comment il fait. Même quand on est sur place, on peut pas... On arrive à se demander... On ne peut pas imaginer comment il court 70 par jour. Tu as été avec ton cousin Maxime cet été? Vous avez été le rejoindre? Ouais. Vous l'avez accompagné pendant combien de temps? Un mois. Un mois? Pendant quelle distance? Environ... entre 2000 par là. 2000 km. 2000 km. Comment vous l'avez vécu cette aventure? C'était super. Vous avez couru un peu avec lui? Un petit peu. Ouais, j'ai couru. Combien? 4 km 5 avec lui sous, je sais plus, 50 degrés. Sous 50 degrés. Dur déjà, hein? Ouais, presque. Quel plaisir d'y arriver, en tout cas moi qui ai fait un tout petit marathon dans ma vie, quand on passe quand on arrive au bout. C'est incroyable, oui, j'ai pas fini depuis, j'ai fait 2 semis et les 20 km de Paris. Et en tout cas, c'est le moment de prendre des résolutions, on approche de la fin de l'année déjà. Ça donne un but dans sa vie, puis c'est toujours important de pouvoir se dépasser, hein, alors, et puis de pouvoir partager ça, si c'est possible, sentimentalement égal. Alors je vous conjure, je vous conseille, vous sortez prochainement un livre et un DVD qui retrace vos aventures, d'aller à la rencontre de cette aventure-là, ne serait-ce que pour pouvoir vivre la vôtre. On pourra également vous retrouver sur votre site internet. Je vous remercie beaucoup Serge d'être venu avec nous, Laure également, et tous nos invités d'aujourd'hui. Merci.